On peut fermer les yeux ou les garder ouverts ou entr'ouverts. On peut se laisser sentir quel est l'état de la personne qui médite à cet instant. Juste être témoin, pas chercher à méditer, à se concentrer, à se calmer, à se détendre. Surprendre l'expérience de l'instant. Qu'est-ce qui est particulièrement présent? Peut-être des sensations physiques, peut-être des sons, des pensées, une émotion, un état d'esprit. Une énergie. Est-ce que l'expérience est plutôt confortable ou inconfortable? Est-ce que je peux voir s'il y a une attente, un désir que les choses soient autrement? Est-ce qu'il y a un jugement ou une opinion sur l'expérience, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle devrait être, sur ce qu'elle n'est pas? De quoi suis-je consciente à cet instant? Son corps, pensée, émotion,
peut-être un peu tout ça à la fois, ou peut-être un peu confus. Peut-être de la couleur, de la lumière. Et peut-être juste se poser la question, comment je sais qu'il y a un corps vivant, sensible à cet instant? Qu'est-ce qui rentre en contact avec cette sensibilité? Comment je sais que je ne suis pas inconsciente à cet instant? Quelle est l'expérience du corps qui respire? Quelle est l'expérience du corps en contact avec le sol, le coussin, la chaise, le tapis? Quelle est l'expérience de l'intérieur de la bouche à cet instant?
Et puis on va essayer comme ça de continuer à explorer davantage les 5 premiers sens. Dans le bouddhisme, il y a 6 sens, le 6e étant la pensée. On va rester sur les 5 premiers et si des pensées surviennent, si la conscience ou si l'envie de s'y accrocher est présente, peut-être qu'on peut leur dire, qu'on peut se dire, mais avec une voix très douce, avec un ton très doux, pas maintenant, pas maintenant, plus tard. Plus tard, je prendrai soin de toi, je t'écouterai, petite pensée, pas maintenant. Et revenir aux sensations dans la bouche. Et puis quelle est l'expérience dans la tête, dans le crâne, à cet instant? Comment c'est à cet instant d'avoir une tête sensible? Peut-être que c'est pas très sensible. L'absence de sensation est une sensation. Et puis, comment c'est de faire l'expérience de la vue à cet instant? Que les yeux soient ouverts ou clos. Il y a contact visuel, conscience visuelle. Quelle est l'expérience à cet instant? Et pendant qu'on fait cela, peut-être que il y a des histoires qui veulent se raconter, des pensées qui paraissent urgentes, obsédantes. Le même scénario pour la 50e fois. Peut-être qu'on peut juste, pour ces quelques dizaines de minutes de pratique, dire pas maintenant. On peut même rajouter un petit nom mignon derrière si ça rend la chose plus douce. Pas maintenant, petit chat. Tout à l'heure.
et revenir à l'expérience de la vue à cet instant. Et puis commencer d'entendre à cet instant, d'avoir des oreilles, c'est quoi l'expérience de l'ouïe à cet instant? Conscience des sons à cet instant, du paysage sonore, intérieur, extérieur. Et essayer de ne pas se laisser emporter par le flot des pensées qui veulent nous faire croire qu'il y a urgence à les entendre, à les croire, à agir selon elles. Pas parce que ce serait mal, mais juste pour offrir un peu d'attention à nos autres sens, au corps. Rétablir un tout petit peu d'équilibre entre l'attention qu'on accorde aux pensées et celle qu'on accorde au corps. Et quelle est l'expérience de l'odorat à cet instant? Peut-être qu'il y a quelque chose.
Peut-être que la sensation, c'est qu'il y a absence de sensation, quelque chose de neutre. Comment c'est d'expérimenter le neutre? Et pareil avec le goût, peut-être que c'est moins évident l'odorat et le goût, à cet instant en tout cas. Mais venir voir quelle est l'expérience. Est-ce qu'il y a de la panique ou de la confusion quand il y a l'impression qu'il n'y a pas de sensation particulière à quoi se raccrocher? Et puis pour les 5 dernières minutes de cette assise, peut-être que on peut continuer à voir quelles sont les différentes expériences aux portes des 5 sens. Peut-être qu'on peut, pour le corps, trouver d'autres parties du corps ou observer comment c'est la posture du corps, l'expérience de la peau, des muscles, des os. Et peut-être à nouveau l'expérience de la vue, de l'ouïe. Et essayez encore pour ces 5 minutes de garder cela, le corps en priorité. Les pensées auront tout le temps de revenir, nous raconter leurs histoires.
Ce soir, je vais continuer encore et toujours la lecture de Méditer jour après jour de Christophe André. Parce qu'il y a encore plein de chapitres qui sont super dans ce livre et que je vous avoue que j'ai pas eu trop le temps de chercher des nouveaux textes. Et puis qu'un jour, il faudra quand même bien que je me lance pour faire mes propres partages. Mais ce n'est pas pour ce soir. Et ce soir, je vous lis un chapitre qui s'appelle « Voir l'important ». On peut reprocher beaucoup de choses à cette époque qui est la nôtre, mais on doit lui reconnaître une grande qualité. Elle est passionnante et d'une richesse étonnante, pleine de changements, de vitesse, de mélanges, nous procurant des plaisirs et des possibilités jamais obtenus auparavant par les générations qui nous précédèrent. Mais est-ce que ces richesses et cette vitesse ne masquent pas certains périls ? Est-ce que le clinquant, le chatoyant, l'intéressant, qui composent souvent notre quotidien extérieur, ne masque pas certaines misères intérieures ? C'est ce que pensent depuis longtemps les poètes qui ont vu naître et grandir notre monde actuel. Voici ce qu'en disait Stefan Zweig. Les conditions nouvelles de notre existence arrachent les hommes à tout recueillement et les jettent hors d'eux-mêmes dans une fureur meurtrière, comme un incendie de forêt chasse les animaux de leur profonde retraite. Ou Nietzsche, toutes les institutions humaines ne sont-elles pas destinées à empêcher les hommes de sentir leur vie à cause de la dispersion constante de leurs pensées ? Pour que notre conscience puisse exister et se développer, nous allons devoir la protéger d'un monde certes stimulant et nourrissant, mais aussi envahissant et toxique. Il y a des pollutions chimiques, elles contaminent les aliments, l'air, l'eau, et des pollutions psychiques, qui contaminent notre esprit, violent notre intimité, perturbent notre stabilité intérieure. Slogans, publicités et autres manipulations commerciales, il existe de nombreuses études sur ce matérialisme psychotoxique dont on sait qu'il provoque beaucoup de dégâts variés. Par exemple, des vols d'attention, de conscience et d'intériorité. Dans quel état finit notre esprit à force de vols d'attention ? Car notre attention est sans cesse captée, attirée et finalement fragmentée, segmentée. Elle finit par devenir accro au bruyant, au clinquant, au facile, au prédigéré, au prépensé. Dans quel état finit notre esprit à force de vol de conscience ? Notre mental est encombré de pensées, de démarches et de contenus inutiles. Lire les publicités que nous croisons, faire des choix de consommation entre le moins cher et le encore moins cher, dépenser beaucoup d'énergie à rechercher la bonne affaire, être gavé d'informations qui tournent en boucle et se répètent d'un jour à l'autre. Dans quel état finit notre esprit à force de vol d'intériorité ? Nous sommes submergés par de plus en plus d'attractions externes et de distractions, activités creuses de remplissage mental et comportemental. Or, comme il faut des silences pour que la parole se fasse entendre, il faut de l'espace mental pour que la conscience et l'intériorité émergent. Le disque dur de notre conscience est encombré de trop de choses inutiles. Car la conscience, c'est de l'intériorité. Plus nous courons après de l'externe, moins il y a de conscience. Ces vols d'attention et de conscience aboutissent donc à des déficits d'intériorité. Ils entraînent aussi un raccourcissement de nos pensées. Comme le dit Tiziano Terzani, aujourd'hui, nous sommes énormément sollicités, si bien que notre mental n'est jamais en paix. Le bruit de la télévision, le son de la radio dans la voiture, le téléphone qui sonne, le panneau publicitaire sur l'autobus qui passe, on n'arrive pas à avoir de pensées longues. Nos pensées sont courtes. Nos pensées sont courtes parce que nous sommes très souvent interrompus. Nos pensées sont courtes et pas toujours tournées vers le dedans, mais comme enfermées dehors par le tumulte et le chatoiement de ce monde factice. Elles sont hors de nous. Elles finissent par ne plus être nos propres pensées, mais juste des contenus mentaux stéréotypés venus de l'extérieur, échos de ce monde sans âme. L'écrivain Louis-René Desforêts écrivait « La surabondance n'a rien à voir avec la fertilité ».
Nos esprits perdent leur fécondité à trop se laisser remplir par le vide des tapages extérieurs. Alors, bien sûr, quand on essaye de penser et de pratiquer l'introspection, c'est-à-dire de réfléchir par soi-même, au calme, au silence, dans de la continuité, on ne sait pas ou on ne sait plus. Pire, comme on a perdu ou jamais acquis l'habitude, surviennent alors des angoisses, de l'ennui ou des ruminations qui tournent en rond. Alors vite, vite, nous opérons un retour vers l'extérieur de nous-mêmes, retour à ce tumulte et ce remplissage rassurant. Nous souffrons ainsi d'un déficit généralisé d'intériorité, car il manque, dans notre société, tout ce qui permet l'introspection. Nous sommes carencés. Les maladies de carence sont insidieuses. Si nous sommes carencés en vitamine C ou D ou en oméga 3, en sélénium, il ne se passe d'abord rien. Nous ne souffrons pas, nous ne suffoquons pas, nous ne tombons pas à la renverse. Pas d'effet immédiat. Mais peu à peu des symptômes de souffrance vont apparaître, sous l'effet du manque. Souvent, nous ne comprendrons pas bien pourquoi, ni d'où ils viennent. Les carences se manifestent toujours ainsi, doucement, lentement, insidieusement, jamais de façon bruyante. Notre société de profusion multiple crée aussi en nous des manques multiples, et les deux sont liés. Voyez les maladies de pléthore, par exemple. Ces maladies modernes du trop. Trop d'aliments qui nous rendent obèses, trop de possessions qui nous rendent moroses. Le trop de quelque chose, c'est toujours un manque d'autre chose. Et l'excès génère forcément la carence. On sait par exemple que la nourriture industrielle, les aliments raffinés et aseptisés, non seulement sont malsains à cause du trop présent, trop facile d'accès, trop sucré, trop inducteur d'appétit, puis de diabète et d'obésité, mais aussi à cause du pas assez, de nombreuses vitamines et oligo-éléments. Les carences contemporaines portent également sur nos besoins psychiques. Par exemple, les besoins de calme, de lenteur, de continuité, pour lesquels nous avons à lutter et à nous organiser afin de ne pas tomber malade, de stress, d'instabilité émotionnelle, de dispersion mentale. Lutter contre les carences de lenteur, prendre son temps, ne pas voler d'une activité à l'autre, ne pas faire plusieurs choses en même temps, agir chaque fois que possible avec douceur et calme, pratiquer des cures de rien, de simple, de calme, de mono-activité, repérer aussi les remplissages d'emploi du temps et s'en méfier, les programmes délirants d'activités que l'on arrive parfois à s'imposer en week-end, en vacances, lutter contre les carences de calme, fuir les agressions, les sollicitations, redevenir sensible à tous les trop, musique tout le temps, image tout le temps, écran tout le temps. Détachons-nous, acte de liberté, fermer les yeux, ne pas regarder ces écrans qui volent notre attention, nous mangent partout du temps de cerveau et du temps de repos. Lutter contre les carences de continuité, repérer les interruptions incessantes qui ponctuent nos journées, élever son niveau de conscience par rapport à elles, résister à la tentation de regarder ses emails, ses SMS, de passer un coup de fil ou d'aller faire un tour sur Internet. La pleine conscience nous aide à prendre conscience de ces pollutions cachées de nos esprits et à nous en protéger. Elle nous permet de restaurer nos capacités d'introspection et de nous reconnecter à nous-mêmes. Au lieu de toujours vivre sous perfusion d'injonctions, de distractions, d'activations extérieures. Elle nous propose de ne rien faire et juste de rester là, à notre poste d'observation, à la vigie de l'introspection. La pratique de la pleine conscience nous aide à décrocher. On n'y recherche rien, il n'y a pas de but. On se donne le temps, on décide, librement, d'aller doucement. On prend le temps de s'asseoir, d'observer, d'éprouver. Même si on ne le fait que peu de temps, que quelques instants, on est dans la pleine conscience dès qu'on ferme les yeux et qu'on cesse l'action. Déjà, on est dans la liberté. Comme la sédentarité de nos sociétés modernes a créé dans nos corps le besoin de sport, la sursollicitation éveille dans nos esprits le besoin de méditation. La pleine conscience peut nous aider, nous l'avons vu, à nous rapprocher de ces besoins fondamentaux. Lenteur, calme, continuité. Satisfaire ces besoins est une démarche importante, pas urgente, mais importante. Il y a ainsi dans nos vies de l'urgent et de l'important. Urgent, répondre à mes emails, finir mon travail, faire les courses, réparer ce robinet qui fuit. Si je ne fais pas ce qui est urgent, je serai puni rapidement, j'aurai des ennuis, alors je m'exécute. Important, marcher dans la nature, regarder passer les nuages, parler à mes amis, prendre le temps de souffler, de respirer, de ne rien faire, de me sentir vivant.
Si je ne fais pas ce qui est important, il ne m'arrivera rien, rien dans l'immédiat. Mais peu à peu, ma vie deviendra terne ou triste ou bizarrement vide de sens. Chaque jour, il y a dans nos vies des conflits entre ce qui est urgent et ce qui est important. Comment ne pas sacrifier totalement l'important à l'urgent? Comment ne pas céder peu à peu à la dictature de l'urgent, qui fait qu'au bout d'un moment, toute sollicitation me semble urgente, même si en réalité elle ne l'est pas, ou pas autant qu'elle voudrait me le faire croire. En réfléchissant, bien sûr, et en méditant. Mais même en pratiquant la pleine conscience, nous sommes constamment exposés à ce conflit. À peine me suis-je assis, les yeux fermés, que déjà m'assaillent des pensées sur tout ce que j'ai à faire. Penser à envoyer cet email, n'oublie pas de rappeler un tel, tiens, il faudrait que tu notes cette idée avant de l'oublier. Au lieu d'être là, assis à essayer de méditer, tu ferais mieux de te lever et de faire toutes ces choses avant de les oublier. Et puis aujourd'hui, ça ne marche pas bien ta séance, tu n'as pas l'esprit à ça. Allez, laisse tomber, relève-toi, tu trouveras bien un autre moment. Méditer, ça peut attendre, ce n'est pas comme ton boulot. L'urgent tente toujours de prendre le peu de place que je m'efforce de réserver à l'important. C'est comme ça, c'est sa nature. Alors, si je ne dis pas non, si je ne fais pas cet effort, je suis perdu. Je vais vivre une non-vie de robot remuant et creux. Est-ce cela que je souhaite? La pleine conscience m'apprend à protéger ce qui est important, à me dire doucement, non, non, je ne me lève pas, je n'ouvre pas les yeux, je n'arrête pas ma séance. Je reste là, assis, les yeux fermés, à prendre conscience de mon souffle, de la respiration du monde tout autour de moi. C'est important, très important, infiniment important. Rien n'est plus important à cet instant que de rester là, comme ça. Avoir appris à doucement dire non lors des exercices de pleine conscience, avoir fait l'expérience de ce non et de ses bienfaits, cela va peu à peu s'étendre à tout le reste de ma vie. Et m'aider à y dire non aussi, m'aider à tamiser le flot des urgences, à accroître ma clairvoyance envers les fausses alertes du fais-le vite, tout de suite. Sourire, comprendre que chacun de ces petits combats gagnés me rend plus intelligent et plus heureux, et m'aide à faire, peu à peu, de la place dans ma vie pour ce qui importe. Penser à Thoreau, qui partit vivre 1 an dans les bois à Walden. Une fois que l'homme s'est procuré l'indispensable, il existe une autre alternative que celle de se procurer les superfluités, et c'est de s'aventurer dans la vie présente. Et par rapport à ce texte et à la pratique qui a précédé, ma petite proposition pratique pour la semaine, c'est encore celle que je proposais tout à l'heure, de quand on surprend cette petite voix en nous qui nous rabâche la même chose pour la 50e fois et qui nous fait croire que c'est extrêmement urgent d'écouter cette histoire pour la 50e fois et d'essayer de la résoudre. Et juste voir si de temps en temps on peut dire non, pas tout de suite. Un peu plus tard, là non. Là c'est bon, je t'ai déjà entendu 50 fois, je sais que ça va pas changer. Juste voir. Et pas se blâmer si c'est pas possible.